Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler d'énéagramme et puis un nom bizarre qui s'appelle épidestiné. Et avant de commencer, j'ai deux questions à vous poser. Bienvenue, installe-toi. Si le Dalai Lama vous dit « je suis riche et la vie est belle », vous comprenez quoi? Il est heureux. Ouais. Au sens spirituel du terme. Ouais. Donc il est dans la plénitude, d'accord? Si Donald Trump vous dit « je suis riche et la vie est belle », vous comprenez quoi? Il a lancé sa monnaie, sa cybermonnaie. Hein? Pardon? Il a lancé sa cybermonnaie et ça. Ouais, je suis plein de pognon et c'est génial. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a les mêmes mots, on a les mêmes phrases, et c'est des significations différentes. Et c'est quoi qui fait la différence? C'est qui parle. Selon qui parle et selon le contexte. Donc pour que ce que je vais vous dire ce soir ait un petit peu de sens, ce serait bien que je me présente un petit peu, sinon ça n'aura pas beaucoup de sens. Alors, je vais me présenter, puis après Marlène et Phyllis se présenteront, parce que là on est dans un projet à 3. On vous expliquera tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir, hein, qu'est-ce que vous faites debout? Mais non. Moi je suis né à Bourgoin-Jallieu il y a trop longtemps. Et puis en fait j'ai fait toute ma vie ici. Alors moi il se passe une chose, c'est quand j'étais ado, j'étais hyper timide, une timidité maladive. Et en même temps, je voulais être chef d'entreprise. Je me suis dit, ça risque de poser un problème, parce que hyper timide et vouloir être chef d'entreprise, ça va coincer. Donc j'ai fait tout un tas d'expériences à l'époque pour essayer de vaincre cette timidité. Donc je me suis engagé dans des jobs à côté. J'étais technicien à l'époque, dans des jobs particuliers de commerciaux où j'avais une trouille bleue, mais j'essayais de dépasser ma trouille et de m'entraîner comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on va parler de ça ce soir, c'est-à-dire comment on peut agir sur soi et puis modifier son destin. Après, donc j'ai vécu pendant 32 ans avec Simone, et avec Simone, quand on avait 25 ans, on a fait le projet de dire on s'arrête de bosser à 50 ans. Alors on a échoué, parce qu'on s'est arrêté à 51. Mais là encore, c'est l'idée de dire quand on se pose des objectifs et qu'on met tout en place, on peut faire les choses. Quand je dis ça, c'est pas pour me poser un exemple, simplement pour dire des choses qui sont réelles, quoi. L'essentiel dans ma vie, c'est que j'ai 3 enfants. Et ce qui me plaît, c'est que ces 3 enfants s'entendent bien. Et je les ai eus avec 3 femmes différentes. Donc c'est là où c'était un petit peu plus compliqué. C'est qu'ils s'entendent bien et qu'ils sont en bonne santé. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Après, je vais pas vous faire part de tout mon parcours. Bon, moi j'étais technicien au départ, hein. Et puis en fait, j'étais nul. J'étais nul au niveau technique et ça m'intéressait absolument pas. Donc, ce que je voulais, c'est être chef d'entreprise. Donc, j'ai créé ma vraie formation, ça a été d'être chef d'agent chez Adecco, travail temporaire. Et là, j'ai tout appris. Je suis resté 9 ans, j'ai tout appris, le commercial, la gestion, et ça a été ma vraie école. Voilà, parce qu'autrement, moi, j'ai simplement un bac technique. Et puis après, j'ai créé une société qui s'appelait Équipe Club, qui équipait on faisait tous les équipements pour les sportifs. Et on a développé ça en franchise avec Simone, ma compagne, toujours dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand on a revendu, on avait 20 franchisés en France. Donc ça a vraiment été intéressant parce qu'on a mis au point le concept. Et après, ça a été un deuxième métier que de devenir franchiseur. Franchiseur, c'est enthousiasmer des gens, les embarquer dans le projet et faire qu'ils prennent la copie du système, quoi, pour créer leur affaire.
Après, on a revendu ça et on a créé une autre entreprise qui s'appelait Ariane Rod, où là, on avait deux activités. Une activité qui était le marketing B2B. Donc, on montait des opérations marketing pour des entreprises, surtout des entreprises techniques. Et on faisait tout ce qui était objet publicitaire, cadeau d'affaires. Et on a revendu tout ça à 50, quand on avait tous les deux 51 ans. Et là, j'ai réalisé l'un des rêves de ma vie. C'est-à-dire que je me suis acheté un voilier habitable. Et je suis parti faire des ronds dans l'eau en Méditerranée pendant longtemps. Bon, je vais pas vous parler de la vie après, parce que ma vie après, personnelle, est un petit peu plus chaotique. Mais voilà l'idée de mon parcours au départ. Après, moi, je me suis formé. Pourquoi je suis là aussi? Pourquoi je suis là ici? Je sais pas si ça vous parle. Je suis maître praticien en PNL. Ça vous dit un truc? Ça veut dire programmation neurolinguistique. On va pas trop entrer dans le détail. Après, je suis enseignant certifié en énéagramme, ce dont on va parler ce soir. Et puis, je suis coach de formation. Un coach, c'est celui qui accompagne les chefs d'entreprise pour atteindre leurs objectifs. En fait, ce qu'on va voir ce soir avec l'énéagramme, vous allez voir, je vais vous dire deux mots bizarres. Parce que au départ, ça paraît vraiment étrange. C'est ce que permet de faire l'énéagramme. Ça permet d'être mieux dans sa vie et d'augmenter ce qu'on veut augmenter. Alors vous allez me dire, on peut augmenter beaucoup de choses. Mais on peut augmenter ce nombre de mois de vacances, par exemple. On peut augmenter son bien-être. On peut augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, on peut augmenter plein de choses. On peut augmenter sa qualité relationnelle avec les gens. C'est tout ce que permet de faire l'énéagramme. Alors voilà, je me suis présenté, mais j'ai deux complices. Donc je vais les laisser se présenter. Et puis après, je continuerai. Je te laisse la place, Phyllis. Je m'assois. Comme tu veux. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Phyllis. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Bonne question. Je vais contextualiser rapidement mon parcours. Donc, moi, je suis issue d'une formation en ressources humaines. Et ce qui me passionne avant tout et qui m'intrigue surtout, c'est de comprendre les comportements, les relations humaines, tout ça, tout ça. Donc, il y a quelques temps, j'ai rencontré Alain. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, allez, je vais le contacter pour lui faire part du fait que j'avais envie de me réorienter plutôt sur un métier en lien tel que du coaching ou de la formation. Et donc c'est là que Alain m'a proposé donc de faire partie et de contribuer donc au projet de l'énéagramme. Disons que j'ai vite apprécié le projet et l'outil que c'est surtout. Donc voilà, aujourd'hui je m'engage dans une voie en espérant devenir formatrice dans ce qui me passionne, en tout cas en lien avec ces thématiques-là, parce que pour moi, c'est essentiel d'apprendre à bien se connaître et c'est essentiel aussi les relations avec les autres. Donc voilà, pour ma part. Ce que Gilles ne vous dis pas, c'est qu'elle a un master en ressources humaines et qu'elle est auteur, compositeur, interprète en chanson française. Et moi, je l'ai connu comme ça, une soirée où c'était une amie qui fêtait son anniversaire, et je peux vous dire que ce qu'elle fait, c'est chouette. Merci. Bonsoir, donc moi je suis Marlène Gilles, j'ai 39 ans, je réfléchissais hier, donc 39 ans, merci, j'ai 2 enfants et je suis avocate à Bourgoin-Jallieu en droit des affaires. Donc c'est comme ça que j'ai connu Alain il y a 11 ans maintenant, voilà, ça passe. Et on s'est connus dans un réseau de chefs d'entreprise et il expliquait ce qu'était l'énéagramme et il proposait une formation sur un an, qui du coup sera la formation qu'il vous propose également ce soir. Et donc j'ai participé à cette formation pendant un an, donc c'était énéagramme et PNL à ce moment-là. Et moi j'ai toujours été intriguée par pourquoi on a ce comportement, pourquoi on a ces réactions-là, pourquoi il y a des choses qui vont nous toucher et parfois nous blesser, alors que chez d'autres, ces mêmes événements vont n'avoir aucun impact. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a intriguée. Et du coup, la formation d'énéagramme que proposait Alain, ça a permis déjà de mieux me connaître, mieux comprendre le comportement des autres, mais dans tous les domaines, que ce soit dans la vie privée, au travail, notamment avec les confrères,
confrères, avec les clients, et ça a permis aussi de mieux comprendre leurs attentes et leurs besoins. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et là, récemment, j'ai appelé Alain en lui disant que ça m'avait vraiment beaucoup plu cette formation il y a 11 ans et que j'aimerais aller encore plus loin là-dedans et essayer moi aussi de me former suffisamment pour pouvoir ensuite former les autres. Et il m'a dit, bah, ça tombe bien, parce que je suis en pleine discussion avec Phyllis et on pourrait monter un projet tous les trois. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là ici. T'as dit que tu étais avocate d'affaires? Vous avez entendu parler du temple de Delphes? Le temple de Delphes a été construit en 500 avant Jésus-Christ et il a été détruit en 400 avant Jésus-Christ par un tremblement de terre. Mais au temple de Delphes, les gens allaient au temple pour connaître leur avenir. Ils allaient au temple pour poser des questions. Est-ce que mon enfant sera en bonne santé? Est-ce que pour les généraux, est-ce que je vais gagner telle bataille? Comment sera ma vie? Pour poser des questions sur leur futur. Et là, il y avait ce qu'on appelait la Pythie, il y en avait plusieurs en fait de Pythie, qui étaient des femmes qui étaient en relation avec les dieux et qui trouvaient les réponses et qui étaient transmises aux gens. Et les gens venaient au temple de Delphes pour connaître leur avenir. Comprenons bien ça, hein, c'est-à-dire pour connaître leur destin, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Alors où c'est étonnant, c'est qu'au fronton du temple de Delphes, il y avait une maxime qui était « connais-toi toi-même ». Donc l'idée, c'est qu'il y a un lien évident entre le « connais-toi toi-même » et le fait de maîtriser son destin. Et en fait, ce qui était écrit vraiment au temple de Delphes, ce n'était pas « connais-toi toi-même », c'était « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Connaîtras l'univers et les dieux, si on traduit en langage simple, ça veut dire tu connaîtras la vie, l'ensemble de la vie, tu connaîtras les dieux, c'est-à-dire ce qui détermine ton destin. Et donc il y avait un rapprochement évident entre les gens qui s'intéressaient sur leur destin et sur le fait que pour piloter son destin, il faut se connaître soi. Et l'outil dont on parle déjà depuis un moment, qui est l'énéagramme, c'est vraiment, alors l'outil, c'est pas un terme approprié, parce que l'énéagramme, c'est une culture qui permet de mieux se connaître, de patiner un peu ses défauts, de réduire un petit peu ses défauts, et j'allais dire d'augmenter ses qualités. Mais on va en parler en détail. Alors, je vous parle de l'énéagramme dans le fait de maîtriser son destin. Mais entre les deux, il y a quand même une part importante qui a déjà été abordée, c'est que l'énéagramme, c'est vraiment une culture qui permet d'être mieux en relation avec l'être humain en général. Les êtres humains, il y en a de 3 sortes. Il y a d'abord moi, en tant qu'être humain. Il y a l'autre, et puis il y a les autres. Ça permet de mieux être en relation dans les deux sens, pas seulement dans le fait d'émettre un message, mais de le recevoir avec soi, avec l'autre, en individu, et puis avec un groupe. Et ça, dans différents domaines de la vie, donc Marlène l'a déjà rappelé, aussi bien dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles, dans le management, mais dans toutes les relations de la vie, dans les relations dans un club sportif, etc. Donc l'énéagramme illustre et permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans les relations humaines. Et le premier élément qu'on découvre dans l'énéagramme, c'est de se découvrir soi. Alors, l'énéagramme, si vous regardez sur Amazon, en langue française, il y a plus de 100 livres sur l'énéagramme. J'ai arrêté de compter. Il y en a plus de 100. C'est une culture qui vient de très très loin. Est-ce que ça vous parle des soufis? Ouais. Les soufis, c'est en Europe, c'était surtout en Europe de l'Est. Il y avait les derviches hakim et les derviches tourneurs. Les derviches tourneurs, ça vous parle, les gars tout habillés, tout en blanc là qui tournent. Une fois, j'ai vu un truc comme ça. J'étais dans un truc comme ça, et il y avait des gars qui tournaient, donc ils tournent sur eux-mêmes comme une toupie pendant une demi-heure, et ils s'arrêtent. Ils sont nickel. Essayez de tourner comme ça pendant 5 minutes. Et le gars, je lui dis, je le vois après,
Mais je lui dis, mais quand vous faites ça, vous êtes complètement absent, quand vous êtes ailleurs. Il me dit, non, non, non. Au contraire, je suis hyper présent. Bon, j'avais rien compris, encore à l'époque, j'avais rien compris. Et donc, il y a les derviches tourneurs et les derviches hakim. Les derviches hakim, en fait, c'est des sages, c'est des médecins du corps et des médecins de l'âme. Et l'énéagramme a été amené par la culture des derviches hakim. Voilà. Alors après, comment s'organise l'énéagramme? J'arrive. Quand le bébé homme naît, le bébé homme qui a 1 jour, qui a 1 semaine, n'est pas autonome. Il a besoin de sa mère, ou en tout cas de quelqu'un pour vivre, pour s'occuper de lui. Donc, peut s'installer en lui, c'est pas obligatoire, mais peut s'installer en lui la peur de ne pas être aimé, qu'on ne s'occupe pas de lui. Parce que si on s'occupe pas de lui, il meurt. Donc, peut s'installer en lui cette peur de ne pas être aimé et qu'on s'occupe pas de lui. Si, quand il a 3, 4, 5 jours, s'installe en lui cette peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place des comportements pour être un bébé souriant, pour être un bébé sympa, pour que sa maman ait envie de l'aimer, pour que sa maman l'aime. Il y a des mamans qui n'aiment pas toujours leur enfant, hein, mais justement pour que sa maman l'aime. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies, des comportements, des savoir-faire, des mimiques pour attirer l'attention bienveillante, l'attention aimante de sa mère. Donc là, on parle d'un bébé dans lequel s'est installée cette peur de ne pas être aimé. On peut prendre un autre exemple. Imaginons que ce bébé, il est le prototype de la mère juive, c'est-à-dire la mère envahissante, la mère dévorante, qui est trop sur le bébé. Et là, le bébé, il étouffe parce que sa mère, avec son amour excessif, l'envahit, quoi. Et là, le bébé, il va mettre en place des stratégies, des comportements pour repousser un petit peu sa mère. Donc, il va tirer la gueule, il va pas automatiquement lui faire des sourires parce qu'elle est trop présente. Et là, on voit bien que selon les 2 peurs de base qui s'installent, la peur d'être envahi ou la peur de ne pas être aimé, le bébé va mettre en place une personnalité spécifique à partir de cette peur de base. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Ce que nous dit l'énéagramme, c'est que des peurs de base comme ça, il n'y en a pas 2, mais il y en a 9. Et on va les regarder. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose? On en est. Elles m'ont dit qu'elles me feraient penser à tout si j'oublie. J'oublie rien? Bon, allez. Ouais. Donc l'énéagramme, c'est cette figure bizarre. Alors, une précision quand même. Il faut que je colle. Je te laisse faire, Marlène. Une précision, c'est que ça paraît un truc un peu kabbalistique, un truc un peu bizarre, mais l'énéagramme est enseigné dans les grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi et un outil, comme je disais, qui permet de mieux entrer en relation. Alors là, on va faire le tour des 9 types de l'énéagramme et peut-être que vous allez trouver votre type. Parce que, qui que vous soyez, votre type de personnalité est ici. Tu y arrives? Non. Continue. Tu vois, je savais qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un truc. Ah oui, le début du scotch. Comment on trouve le début du scotch? Je sais pas comment accrocher ça pour pas que ça reste. Voilà, comme ça. Tiens, vas-y. Ça va le faire. Juste là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, en fait, l'énéagramme décrit 9 types de personnalités. Mais pour expliquer ce que c'est une personnalité, on va passer par là. Ça représente un être humain. C'est-à-dire le couple
qu'on appelle une monture, quand on a les deux, c'est-à-dire la personne et le cheval, c'est la représentation d'un être humain. Vous allez me dire, putain, il a pété un câble, lui. Qui a fait de l'équitation? Quand on a fait de l'équitation, on sait qu'un cheval, c'est peureux, que c'est émotif, que c'est puissant, ça pèse en moyenne 800 kilos, et que c'est hyper réactif. Et quand on est un cavalier, ce qu'on essaye de faire pour piloter son cheval, c'est de le connaître, pour savoir ce qui va lui faire peur, pour anticiper. Et le cheval, c'est ce qu'on appelle l'ego de l'être humain. C'est-à-dire que quand on avance dans la vie, vous avancez, clac, 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 sur le chemin de la vie, et il se passe un événement, ce qui va réagir en premier, d'une façon puissante, immédiate, totalement dans l'émotionnel, c'est l'ego. Avant que le cavalier ait réfléchi et n'ait pris une décision. Et c'est ce qui fait qu'on est ballotté par la vie, si on se laisse, si on ne connaît pas son cheval, si on ne connaît pas son ego, et qu'on se laisse embarquer dans des situations souvent répétitives, parce que c'est le cheval qui commande, et c'est pas le cavalier. Et en fait, ici, les neuf types que l'on voit là, que l'on voit ici, c'est les 9 types d'ego. C'est les 9 types de chevaux. Alors, on va faire le tour. Et peut-être que vous allez trouver votre type d'ego à l'intérieur de ces 9 types. Le premier, il est un petit peu complexe à comprendre. En fait, ce qui est noté ici en rouge, c'est la peur fondamentale. La peur fondamentale du perfectionniste, c'est il a peur de laisser exploser sa colère. Pourquoi il laisse exploser sa colère, le cheval égo? Parce que les choses ne sont pas parfaites. Il y a une miette de pain ici, c'est pas possible que je continue à parler tant qu'il y a la miette de pain, parce que voilà, c'est pas clean, quoi. Hein? Donc, le perfectionniste a peur de l'imperfection et peur de la colère alliée à l'imperfection. Je vais pas aller plus loin. De sa propre colère, absolument. L'altruiste, il a de la difficulté à reconnaître ses propres besoins. L'altruiste pense que pour être aimé, il faut qu'il donne beaucoup. Allez, je vais beaucoup donner, je vais donner sans arrêt, je vais m'occuper des autres, je vais faire plein de choses pour les autres, et peut-être que j'aurai quelque chose en retour. Sa peur fondamentale, c'est de reconnaître ses propres besoins. L'altruiste a beaucoup de mal à reconnaître ses propres besoins, et sans arrêt, il s'occupe du besoin des autres. Le battant, là aussi, ça vous allez voir, c'est marrant. Le battant, il a peur de l'échec. Alors, imaginons qu'un battant soit un chef d'entreprise, il a peur de faire faillite avec son entreprise. Mais vous voyez bien que quand on a peur de l'échec, ça veut dire qu'on va mettre en place tout un tas de stratégies pour ne pas échouer. Donc, on va devenir expert en réussite. C'est-à-dire que dans chaque cas ici, par rapport à quelque chose qui est négatif, qui est embêtant, il y a une capacité, une compétence qui est intéressante à côté. Moi, je cite toujours l'exemple d'un copain. Alors, sincèrement, je n'exagère pas. Hein. Il a dû créer 20 boîtes, 20 entreprises. Il a fait faillite 19 fois. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et avec la dernière, il est devenu milliardaire. C'est-à-dire qu'il avait un avion pour s'amuser, un avion d'affaires. Après, il a créé une compagnie d'aviation, mais c'était juste pour s'amuser. Il avait un job où il gagnait un fric faramineux. C'est-à-dire que le battant, s'il tombe, il sait se relever et il lâchera jamais l'affaire. Alors le romantique, ce dont il a peur, c'est la banalité. Le romantique, il voudrait surtout pas. Ouais, j'y vais. J'hésitais à vous raconter un exemple personnel. Quand
il y a longtemps, quand on allait au cinéma à Lyon, rue de la République, on allait voir donc un film dont tout le monde parlait, et on arrivait devant les files d'attente rue de la République. Donc il y avait une file d'attente devant the film qu'il fallait aller voir. Et là, il y avait 500 personnes qui attendaient. Hein. Et moi, de type 4, je ne peux pas être un lambda parmi les lambdas. C'est-à-dire me poser dans la file d'attente au milieu des 400, c'est impensable. Donc je me mettais dans la file d'attente où il y avait 10 personnes et on allait voir un navet. Mais c'est du vécu, je vous jure que c'est vrai. La peur de la banalité, c'est un truc de dingue. Hein. La peur d'être un pion parmi les pions. Alors après, ça m'a donné... Alors, la qualité qui va avec ça, c'est la créativité. C'est-à-dire, comme je veux pas être banal, comme le type 4 ne veut pas être banal, ça lui donne des compétences pour créer des trucs. Hein. Pensez bien que chaque fois qu'on parle du type, là, on parle du cheval. Hein. On parle pas du cavalier. On parle de l'ego. L'observateur, il a peur du vide intérieur. Et donc, l'observateur est quelqu'un de très, très cultivé parce qu'il se remplit en permanence d'informations. Et par exemple, si vous rentrez dans son univers, il a peur aussi de l'intrusion. C'est quelqu'un qui protège son environnement et qui a une facilité à rester seul avec lui-même et tout va bien. On l'appelle observateur parce que dans un groupe comme ça, des fois je m'amuse en formation, on voit les gens arriver et puis il y en a un qui s'assoit là. Eh ben c'est un observateur 9 fois sur 10. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se mettre dans le groupe, par contre il faut qu'il observe le groupe. Il se met en recul. Le loyaliste. Alors, on dit qu'il a peur de la déviance, il a peur de la loi. Il a peur de ne pas respecter la loi. Une anecdote. Mais tout ça, c'est des trucs vrais, et au bout d'un moment, ça amène beaucoup d'humour par rapport à ça, et ça amène beaucoup de non-jugement. Une fois, avec une copine, on sort du resto, elle avait fait la formation avec moi, c'était Dominique, elle avait fait la formation avec moi, et on va pour traverser la route, et donc moi je traverse là, elle me dit, mais Alain, le passage clouté, il est là. Il faut pas être déviant, il faut respecter la loi, il faut passer dans le passage clouté pour respecter la loi. Tandis que moi, qui suis type 5, passer dans le passage clouté, ça va pas bien d'en faire comme tout le monde. Type 4. Et tout ça, c'est vrai. Mais ça montre comment, en fait, c'est notre cheval qui décide de notre vie. Et l'idée, c'est quand on connaît son cheval, ben on le voit faire, quoi, un peu. Alors moi, mon cheval, je l'appelle Bijou. Parce que c'était le dernier cheval qui était dans la ferme de ma grand-mère. Et des fois, je le vois démarrer, je dis, oh, Bijou, calme-toi, laisse-moi réfléchir. C'est pas toi qui commande. Voilà. Donc, l'idée, c'est de bien connaître son cheval, si possible. Et l'énéagramme permet ça. Le type 7, c'est l'épicurien. L'épicurien a peur de la souffrance et a peur de l'enfermement. Je vais vous citer l'exemple que je cite toujours. Moi, j'ai une fille, quand elle était petite, elle faisait ses devoirs devant la télé. Donc voilà, elle faisait ses devoirs devant la télé. Donc elle regardait la télé 5 minutes, puis après elle faisait ses devoirs 5 minutes, puis après elle regardait. Si on avait été des parents normatifs, on lui aurait dit, bah attends, on ferme la télé, tu fais tes devoirs, et la télé c'est après. Hein. Bon, on était des parents, je sais pas normatifs en tout cas, et donc on lui a laissé faire ça. Heureusement qu'on lui a laissé faire ça, parce que ça lui permettait de gérer le fait que je fais mes devoirs, au bout d'un moment ça devient chiant quoi. Donc je regarde la télé 5 minutes, ça me change les idées, puis je peux y retourner. Et donc c'est assez drôle de voir là encore comment ça se passe. Le chef, il a peur de la faiblesse. Alors, il a peur de la faiblesse, ça veut dire qu'il avance dans la vie comme ça, même pas peur. Alors qu'en fait, il a peur d'être faible. Et donc, pour montrer qu'il n'a pas peur, eh ben, il monte les biscottos.
En fait, il a peur de la faiblesse. Le médiateur a peur du conflit. Dans une équipe, moi, ma dernière entreprise, j'avais la secrétaire qui s'occupait un petit peu du fonctionnement général de l'entreprise, qui était de type médiateur. Et c'était vraiment génial parce que elle avait peur du conflit, mais en fait, ça lui donnait la compétence de mettre des gouttes d'huile dans tout le relationnel de l'entreprise entre les gens. Comme il faut pas qu'il y ait de conflit, elle faisait tout pour que tout soit huilé. Et c'était vraiment un atout pour l'équipe. Alors vous voyez bien que il y a des inconvénients à être dans son ego et il y a des compétences. Moi, par exemple, j'ai appris, quand j'étais chez Adecco, la culture du battant, c'est la culture des écoles de commerce. Objectif, stratégie, et on y va les gars, quoi. Hein. Et moi, j'ai appris, chez Adecco, j'ai appris cette culture de poser un objectif et de détailler les éléments pour y aller. Et donc, quand on connaît tout ça, petit à petit, on peut acquérir les compétences des autres types. Moi, par exemple, je n'ai acquis la compétence du chef, c'est-à-dire d'aller à l'affrontement, qu'à 40 ans, pas avant 40 ans. Moi, avant, je ne savais pas aller comme ça, à l'affrontement. Une fois, j'ai un gars chez moi, j'ai rénové une ferme il y a un moment, et le gars, donc, il m'a fait des dalles. Donc, des dalles, vous savez, qu'on laisse nues, après on laisse la dalle nue, on met rien dessus. Et c'était garanti sans fissure, tout ça. Et donc, je l'appelle, je lui dis, attendez, mais ça, le truc a séché, il y a des fissures de partout. Il me dit, bougez pas, j'arrive. Donc, il arrive. Et non, mais non, ça, c'est pas des fissures, c'est des micro-fissures. Ça faisait 3 mm. Ça faisait 3 mm, les trucs. Et donc, bon, je me dis, bon, comment on va faire pour résoudre le truc? Donc, PNL, j'essaye par la PNL de négocier, de discuter, rien n'y fait. Alors, je me dis, je me suis mis à lui gueuler dessus, mais j'étais pas en colère. Mais simplement, cette compétence-là, je l'ai prise, donc je me suis mis à lui gueuler dessus. On a fini, on était à ça, le nez d'un de l'autre. Hein. Et ok, donc après ça s'est calmé. Et au bout d'un moment, il m'a dit, non mais monsieur Guinet, là vous avez vu, il y a un truc, vous m'en avez pas parlé, mais là aussi il y a un problème. Là aussi, hein, je vais vous réparer ça, vous allez voir. Parce que le chef ne reconnaît l'autre que si l'autre est comme lui, c'est-à-dire si c'est quelqu'un de costaud qui fait le poids. Et si j'avais voulu négocier avec lui, j'étais râpé d'avance. Hein. Il fallait faire preuve d'une énergie en face de lui. Alors, la première chose, quand on avance dans l'énéagramme, c'est évidemment de découvrir la nature de son cheval. Parce que si on connaît son cheval, on va savoir à l'avance les bêtises qu'il va vouloir réaliser. Et on va pouvoir reprendre un peu les rênes pour réfléchir. Après, évidemment, quand dans les relations humaines, prenons que ce soit dans le couple ou dans une entreprise, dans une équipe, vous connaissez votre type, c'est-à-dire vous savez ce que vous amenez de positif. Prenons le type 4, c'est quand même le type un peu meilleur que les autres. Hein. Il y a un type au-dessus, c'est le type 4. Hein. Et vous savez ce que vous amenez de créatif, et puis ce que vous pouvez amener de complexifiant dans un système. Et donc l'idée, c'est de patiner tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, moi j'ai fait beaucoup de formations en team building, c'est de former des équipes à l'énéagramme et que chacun connaisse le type de l'autre. Quand vous connaissez le type du loyaliste, eh ben vous savez à l'avance comment il va réagir par rapport à une situation. Et si je continue sur le loyaliste, il y a un bouquin qui est sur l'énéagramme qui s'appelle l'ABC de l'énéagramme d'Eric Salmon. Alors le loyaliste, c'est donc quelqu'un qui globalement a peur de tout. Dans une équipe, c'est intéressant, hein, quelqu'un qui a peur de tout.
Parce que si vous mettez que des types 3, ouais, on fait un objectif, stratégie, ouais, on y va, ça va marcher, super, on va s'éclater. Et puis ils peuvent aller droit dans le mur. Si vous avez dans l'équipe un loyaliste qui va dire, les gars, vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? J'ai connu un chef d'entreprise qui a créé une boîte. C'est vrai, tout ce que je vous dis est vrai. J'ai créé un chef d'entreprise qui a créé une boîte qui était de type 6. Il a ouvert un cahier et il a écrit tout ce qu'il pouvait faire que sa boîte échoue. Il y avait 100 trucs, hein. Tout ce qui fait que ça allait merder. Et après, il a résolu chaque point à l'avance. Et après, il a pu créer sa boîte. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on est forcément que dans un seul type? Là, vous parlez que les groupes de percussion, c'est comme ça et comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver un petit peu dans certains autres types On n'est que dans un type. Pardon? On n'est que dans un type. Que dans un. Ouais. Okay. À 90%. Quand on ne fait pas le boulot sur soi, si on fait du travail sur soi, ben, évidemment, on va s'enrichir. Et au bout d'un moment, il y a des compétences dans chacun des 9 types. Il y a des compétences qu'on n'a pas du tout. Moi, celle-ci, par exemple, l'avait pas du tout. Et au bout d'un moment, on va connaître ça et on va s'approprier ces compétences. Tandis qu'autrement, on voit la vie avec une seule vision, quoi. Et chaque vision est déformée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des types qui a raison. Chaque vision est une vision subjective liée au type. Si on a une prédominance dans un seul en particulier, enfin, le fléchage entre types correspond à quoi alors? On y va tout de suite là-dedans. Admettons que tu sois de type 8. Quand tu vas contre la flèche, c'est là où tu vas quand tu es en état de bien-être. Quand tu es dans un état de bien-être, décontracté, de type 8, il vient là, il vient en capacité vraiment de s'occuper des autres. Pardon? À la plage avec le Morito, tu bascules 2. C'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Et quand tu es en état de stress, quand type 8 est en état de stress, il va là. C'est-à-dire wait and see. Okay. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de lien entre le 5 et le 4? Pourquoi il n'y a pas de lien entre le 5 et le 4? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des théories qui disent que en fait, ça c'est une matrice. Et donc en bas, il y a une ouverture pour laisser naître la vraie personne. Mais là, on rentre dans des visions très spirituelles de l'énéagramme. Bon, moi, j'y vais pas trop, quoique. Alors en fait, moi, je propose une formation sur l'énéagramme, ce qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier ces compétences-là par des bouquins. Ces compétences-là ne peuvent s'approprier qu'en tradition orale, c'est-à-dire en tête-à-tête, et non plus sur Internet. Il y a tout un tas d'exercices d'entraînement qui sont des exercices de relations humaines. Et qui fait qu'au bout d'un moment, on découvre son ego, on découvre qui on est. Et en aucun cas, dans l'énéagramme, le formateur va vous dire, toi, tu es tel type ou tel type. C'est chaque personne qui découvre son type. Une fois, on a un copain qui a fait la formation avec nous, qui s'appelle Jacques. Et donc Jacques, il fait 1m80, 110 kilos. Il a un gros lion tatoué là. Et il a une Goldwyn. Et puis il a une Volvo XC90. De grosse voiture. Et donc Jacques, il nous explique, moi je suis là, quoi. Ouais, voilà. Et puis, donc ils ont fait un parcours d'1 an, il était avec nous pendant 1 an, Jacques. Et puis je le revois 1 ou 2 ans après, il me dit, Alain, ça va pas.
Ça va pas. Dis-moi qui je suis. D'accord. Bon, je lui dis, Jacques, qu'est-ce que tu allais chercher ici? Donc celui qui, globalement, j'exagère un peu, mais a peur de tout. Quand on est un mâle de 1,80 m, de 110 kg, c'est pas très sexy de penser qu'on est de type 6. Eh bien, Jacques, il n'arrivait pas à intégrer qu'il était type 6. Et tous, dans le groupe, on savait qu'il était de type 6, parce qu'on voyait très bien comment il fonctionnait. Et il se trompait. Et il a fini par la guerre. On a discuté, on s'est revus, et il a bien vu que de dire qu'il était de type 8, ça fonctionnait pas, quoi. Ça fonctionnait pas. Alors, donc là, on parle de l'énéagramme, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire, que peut faire l'énéagramme dans nos relations à soi, dans nos relations aux autres, dans le domaine privé, dans le domaine professionnel, associatif, tout ce qu'on veut. C'est vraiment c'est pas un outil. Souvent, moi-même, j'utilise ce mot outil, c'est une culture. C'est-à-dire que l'énéagramme, c'est quelque chose d'aussi riche que le bouddhisme. C'est vraiment une culture qui permet d'avancer vers soi, vers les autres. Et au niveau des relations humaines, c'est énorme. Mais où je voulais, l'idée un petit peu de ce soir, c'était de dire aussi comment l'énéagramme détermine notre destin. Donc là, c'est un petit peu plus sophistiqué. La phrase spéciale, c'est l'énergie créatrice suit l'attention. L'apostrophe A2T. L'énergie créatrice suit l'attention. C'est-à-dire que là où je porte mon attention, je crée ma vie, je me crée. Le problème, c'est que c'est pas moi qui décide de mon attention. Le problème, c'est que c'est le cheval qui décide de mon attention. Quand on travaille pas sur soi. Et c'est le cheval, l'ego, qui nous emmène toujours au même endroit dans nos relations. Donc l'énergie créatrice suit l'attention, ok, mais sous réserve que ce soit le cavalier qui se réapproprie son attention. Et en plus, vous le savez bien, il y a maintenant des trucs encore enfin, l'ego, c'est quand même le plus puissant. Mais les stats disent que chacun d'entre nous ici, on passe entre 2 heures et 3 heures sur notre téléphone par jour. C'est notre attention qui est là. C'est-à-dire que c'est de la vie pourrie. C'est de la vie de non-sens quand on est sur ton téléphone. Et c'est-à-dire que c'est une perte d'attention. Et donc cette perte d'attention fait que c'est une perte de pilotage de sa vie. L'énergie créatrice suit l'attention. Et donc l'énéagramme permet là encore de repérer sur quoi je porte mon attention, sur quoi mon ego porte mon attention. Dans le bouquin d'Éric Salmon, j'étais parti pour vous dire ça tout à l'heure, on voit le loyaliste qui a peur de tout dans la vie, et on le voit en fait, il est assis chez lui, tranquille, et puis par la fenêtre, on voit une jolie montagne comme ça, et il regarde par la fenêtre, il regarde la montagne, et on voit une bulle qui montre ce qu'il a dans la tête, et lui dans la tête, il voit un volcan qui est en train d'exploser. C'est-à-dire que son attention, par le biais de son ego, est orientée sur quelque chose d'embêtant, sans vouloir qualifier autrement les choses. Mais on est tous là-dedans. Alors, après, il y a une compétence majeure spécifique à chaque type. Moi, je suis très, très créatif. Par exemple, avant, quand j'allais rencontrer des entreprises que je ne connaissais pas, pour leur proposer mes services au niveau marketing, alors d'abord, dans ma tête, j'y allais décontracter, j'avais vaincu totalement ma timidité, et j'y allais décontracter parce que je me disais, toi, si tu me choisis, que tu bosses avec moi, tu as énormément de chance. Parce que je suis compétent, c'est-à-dire je connais la méthode, et je vais t'amener une solution au niveau créativité, tu n'as même pas idée.
Et donc, j'allais les voir, les gens, et j'étais très décontracté. Je lui dis, c'est la chance de ta vie de me rencontrer aujourd'hui. C'était ce que j'avais dans la tête, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une fille qui a fait beaucoup d'équitation. Et elle a changé de cheval, j'oublie le nom de son premier cheval, mais le deuxième s'appelait Jaïna. Et quand elle a eu Jaïna, qui était une jeune jument, elle m'a dit, je comprends rien, j'arrive pas à maîtriser cette jument. Elle saute pas comme ça, elle saute comme ça. Et j'arrive pas à lui faire comprendre qu'il faut venir au bout et sauter comme ça, et non pas sauter comme ça. Elle ne montait pas en hauteur. Et j'arrive pas à la maîtriser. Et ben, je lui dis, attends, écoute, on va essayer de voir quel est son type. Et on a essayé d'imaginer quel est son type. Et après, ma fille m'a dit, mais ça m'a énormément aidé, parce que j'ai imaginé quel était son type, je me rappelle plus ce qu'on a imaginé, et j'ai essayé de faire en fonction de son type, pour la rassurer, parce que fondamentalement, elle avait une peur spécifique. Est-ce que vous connaissez l'épigénétique? La génétique, donc c'était ce qui était connu il y a 50 ans, c'est-à-dire que nos gènes, c'est ce qui va déterminer notre évolution de santé, physique, etc. Et puis c'est né il y a 50 ans. Le concept est né il y a 50 ans, mais il a vraiment été mis en pratique il y a seulement une vingtaine d'années. C'est l'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus de la génétique. Il a été prouvé que par des comportements de vie particuliers, on peut agir sur nos gènes, bloquer certains gènes et au contraire en activer d'autres. Et donc moi, j'ai inventé le mot épidestiné. C'est-à-dire que on a un destin, mais on peut agir sur son destin. On peut avoir quelque chose au-dessus de son destin. Mais en particulier avec l'énéagramme, quoi. Est-ce que c'est pas lié en fait à notre enfance, à notre vie, etc. Bien sûr. Ça, ce lien, il existe. Quand je parle d'égo, je n'arrive pas à comprendre vraiment en quoi ça consiste. Alors, nos déviants, nos peurs, elles viennent de l'enfance, de l'éducation, de ce qu'on a vécu. bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Comment ça s'appelle comment on dit Cheminement. Oui, le lien qu'on crée au départ avec sa mère. L'attachement, la notion de l'attachement. Hein. Comment il y a donc différents types d'attachement. Et évidemment, les relations qu'on a avec notre mère, avec les gens proches, vont créer qui on est, vont créer nos peurs. Et alors, dans l'énéagramme, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'occupe pas du pourquoi. On ne s'occupe pas d'où ça vient que je suis de tel type, parce que ça y est, c'est fait, donc on va pas refaire le monde. C'est par contre, avec ce que je suis, comment je fais. Mais on s'occupe pas du tout du pourquoi. Après, il faut quand même un certain temps avant de deviner la personne qui est en face, quel type elle est, non? Parce que c'est pas juste L'énéagramme, c'est pour soi surtout, en fait. Hein, c'est plus pour soi, l'énéagramme. Ah, mais comme il disait, ça sert aussi de voir en face pour collaborer. Les autres. Donc, est-ce qu'on arrive à la trouver facilement et rapidement, ou il faut quand même plusieurs échanges Ouais, juste, ok. Alors d'abord, c'est sûr que l'énéagramme, c'est d'abord pour travailler sur soi. Et puis évidemment, après, c'est aussi pour, imaginons dans une relation commerciale. Si tu veux manipuler le gars, tu connais son type, bah, tu as des atouts. Hein. Et Marlène? Mais alors, il y a des types qui se voient beaucoup plus que d'autres. Oui, voilà. Il y a des types qui, c'est flagrant, et d'autres sont plus difficiles à deviner. Marlène? Oui. Que le loyal, on le voit rapidement. Après, quand on a fait la formation, je trouve qu'au bout de... Quand on a compris globalement tous les types, après, je trouve qu'on arrive assez rapidement quand même à voir les types des autres
surtout sur certains types, comme par exemple le perfectionniste, l'altruiste ou le loyaliste. Et ça parce qu'il y a quand même des traits de caractère qui sont assez forts. Et, euh, et moi, ce que je voulais dire, ce qui est drôle quand on fait cette formation et quand on arrive à trouver son type, après, ce que disait Alain, c'est quand on arrive à anticiper nos réactions. Moi, je me rappelle une fois, je faisais partie d'un groupe de chefs d'entreprise et on avait organisé une soirée, c'était en avant-première du salon de l'auto, c'était avec le groupement le CENI, et on faisait venir en fait des chefs d'entreprise la veille de l'ouverture du salon de l'auto. Et on faisait des speed meetings pour se présenter, etc. Et à ce moment-là, on avait attribué à chacun des rôles pour accueillir les gens. Et moi, à ce moment, j'étais à l'accueil. Donc moi, je suis type perfectionniste. Et, euh, et du coup, il y a quand même la colère qui tourne à l'intérieur quand les choses ne sont pas parfaites. Et j'avais compris que j'étais type 1. Et donc, j'étais à l'accueil avec d'autres personnes et il y avait à cette soirée à peu près 300 chefs d'entreprise qui arrivaient. Et on avait un timing parce qu'il fallait commencer à telle heure, la présentation, le speed meeting et tout ça. Et j'étais à côté d'une personne qui n'est pas du tout type 1. Alors, pas du tout. Et du coup, elle papillonnait, elle parlait. Et moi, je voyais la fille qui commençait à s'allonger. Et je me disais, oh, c'est pas possible. Et on était avec nos listes, là, comme ça. Fallait qu'on colle le nom sur la personne. Et je l'entendais rigoler et pas trouver le nom et tout. Et moi, j'étais, prends sur toi, Marlène, parce que je savais que là, j'allais commencer à m'énerver. Enfin, à m'énerver intérieurement, sachant qu'il ne fallait pas que ça se voit. Donc, du coup, je me disais, non, allez, ne dis rien, chacun son truc, elle va se débrouiller et tout. Et plus le temps passait, plus je voyais la liste. Et là, j'ai vu que j'allais partir. Je dis, oh, et puis merde. Allez, j'ai pris sa fiche, j'ai collé les noms des autres. Et là, elle m'a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Et bah, trop tard. C'était trop fort, mais je l'ai senti venir. Alors qu'avant, non, surtout pas, il fallait pas monter. Mais du coup, on sent lire sa réaction. Et aussi, donc ça c'est pour apprendre à se connaître, mais après on arrive à comprendre le comportement des autres et notamment des relations avec les proches, avec le conjoint, avec la famille et tout. Et moi j'ai découvert que mon mari il était observateur et moi qui suis perfectionniste. Et donc voilà, et lui il serait plutôt là. Et du coup, des fois quand on rentrait, moi je disais alors t'as passé une bonne journée, machin. Oui, ok. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait de beau? Rien de spécial. D'accord. Et puis, il allait se poser. Et moi, je lui disais, mais il y a un problème, tu fais la gueule. J'ai dit quoi, machin? Bah, rien. D'accord. Et puis après, j'ai compris que il était observateur. Donc, quand je lui disais, t'as passé une bonne journée? Oui. Ok, bah, très bien. Voilà. Et je le prenais pas mal parce qu'en fait, ça permet aussi de se rendre compte que l'attitude des gens, elle n'est pas contre soi. C'est qu'en fait, les gens, ils sont comme ça et ils ne le font pas exprès. Ils se disent pas, bah, tiens, je vais réagir comme ça contre l'autre personne. Et du coup, ça permet aussi d'apaiser les conflits, d'éviter les malentendus parce qu'on se dit pas que c'est contre nous, mais qu'en fait, bah, elle est comme ça, quoi. Et j'ai même une copine qui me dit, oui, mais en gros, du coup, avec ça, tu peux excuser tous les comportements. Alors, en fait, tu peux être plus tolérant parce que tu dis voilà, tu dis pas que c'est dirigé contre toi et que la personne a fait comme elle peut avec son ego au final. Clairement, ça met dans le non-jugement. Parce que tout à l'heure je déconnais, mais le type 4, il est pas meilleur que le type 1, il est pas meilleur que le type 8. Quoi. On est tous dans des systèmes où c'est encore le cheval qui commande. Quoi. Et on n'est pas en train de se dire mais l'autre c'est un vrai con avec ce qu'il raconte. On essaye de comprendre, à la limite de comprendre où il est et de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Allez, je vous livre un petit secret. J'avais pas prévu de vous le dire ce soir, mais je vais vous le dire quand même. Comment tu dis? Non, non. Dans chaque type, il y a 3 sous-types. Alors ça, pour au niveau des relations de couple, c'est énorme.
Je vais remonter un petit peu. Tout à l'heure, je suis remonté au temple de Delphes. Là, je vais remonter à l'homme de Cro-Magnon. Comment l'homme de Cro-Magnon a fait pour survivre, pour que la race perdure? Il a mis en place 3 stratégies. La première, enfin, pour la première, il n'y a pas d'ordre, mais il a mis en place une stratégie qui était le fait de copuler beaucoup. Parce que les femmes avaient 20 enfants, mais il n'y en avait qu'un qui survivait. Donc, il fallait y aller, quoi. Après, il a mis en place la stratégie de grégaire. C'est-à-dire que si on est dans un groupe, 20, 30, 40, et qu'on part à la chasse, on a de la chance de tuer la bête, la grosse bête, et que ce ne soit pas nous qui se fassions tuer. Donc, il y a vraiment la notion de se mettre en groupe. Et ça a permis aussi de faire durer l'espèce, puisque ça permettait d'être plus fort. L'autre stratégie, c'était la stratégie qu'on appelle directement survie, mais qui est le fait d'habiter dans une caverne. C'est-à-dire, on va se mettre dans un endroit protégé, on sera à l'abri, on pourra faire du feu, on pourra conserver de la nourriture, et là aussi, ça va permettre à l'espèce de perdurer. Donc, les 3 stratégies ont été mises en place. De ces 3 stratégies qui ont été mises en place par l'homme de Cro-Magnon, il nous reste ce qu'on appelle dans l'énéagramme 3 sous-types. Il y a un sous-type qui est le sous-type de tête à tête, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont privilégier la relation duel à 2 et qui vont se recharger en énergie en étant à 2. Il y a des personnes qui vont se recharger en énergie avec un groupe. Par exemple, dans un cocktail, il y a des gens dans un cocktail, ils sont heureux comme des poissons dans l'eau, ils vont papillonner, discuter 3 secondes avec une personne, 10 secondes avec une autre. Waouh, c'est génial ce chat. J'ai rencontré 50 personnes, putain, une soirée extraordinaire. Et puis, il y a les gens qui ont un frigo, 2 congélateurs, toujours pleins, et qui sont bien chez eux à la maison. Donc, on retrouve les 3 stratégies des hommes de Cro-Magnon, mais ça veut dire que chacun de nous, dans notre type, on a un seul sous-type, et seul sous-type dont je viens de parler. Alors, par exemple, imaginons que moi, je sois de sous-type tête à tête. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être avec ma compagne, et puis voilà, d'être tous les 2, et puis c'est génial. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en plus, dans cette relation-là, non seulement je suis bien, mais je me recharge en énergie. Et puis, ma compagne, elle rentre le soir, et elle me dit, Alain, écoute, j'ai rencontré les Durand, les Martin et les Lapierre. On s'est mis d'accord. L'été prochain, on va louer une maison en Bretagne. On sera 25, on va s'éclater. Moi qui suis tête à tête, je me dis, mais elle n'a rien à foutre de moi. Elle m'aime pas. Mais elle est sociale. C'est-à-dire que son histoire, c'est plus on est nombreux, plus c'est génial. Ça vous fait marrer, hein? Parce que là, ça permet aussi de calmer le jeu, parce que vous dites, mais l'autre, il m'aime pas. Non, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il a une autre vision des choses, une autre vision de ce qu'on appelle les sous-types dans l'énéagramme, et qu'il y en a un qui, waouh, si on est génial, on est 50, on va faire une super fête, alors l'autre, en fait, il veut juste être en tête à tête. Alors ça, visitez vos relations de couple avec ça, et vous allez voir, c'est assez rigolo. Allez, je vais conclure. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 questions avant que j'arrête? Depuis quand remonte en fait cette approche, cette culture? Il n'y a pas de traces, des recherches ont été faites, il n'y a pas de traces précises qui ont été dites, mais par exemple, les pères du désert. Les pères du désert, c'était des moines qui vivaient dans le désert égyptien 300, 400 après Jésus-Christ. Et eux, ils ont mis en place alors à l'époque, c'était les 5 péchés capitaux. Les 5 péchés capitaux, l'avarice. Alors, c'est quoi les péchés capitaux? L'avarice, la luxure. Voilà. Et l'énéagramme est appuyé là-dessus, parce que l'énéagramme ne pose pas 5 péchés capitaux, il en pose 9. On retrouve ça. Mais après, c'est vraiment quelque chose c'est des cultures qui se sont empilées, mais on n'est pas capable de dire l'origine à un moment donné. Alors, il y a des gars connus qui ont amené l'énéagramme d'Asie
d'Asie centrale qui l'ont amené au début du XXe siècle. C'est Gurdjieff, par exemple. Mais bon, peu importe, lui, il a appris là-bas parce que les soufis portent ça. Le soufisme, c'est une branche modérée de l'islam. C'est-à-dire que le soufisme, ça fonctionne presque le bouddhisme. Parce que dans l'islam normal, on est en relation, chaque personne est en relation directe avec Dieu. Tandis que dans le soufisme, on est en relation avec un maître. Et c'est le maître qui porte un enseignement. Et donc l'énéagramme, alors là c'est clair, vient du soufisme. Mais après, avant le soufisme, qu'est-ce qu'il y avait avant le soufisme? Mais il y a des communautés soufis au Maroc, par exemple, qui sont importantes. Il y a des rencontres soufis, il y a tout ça, ce qui est sur cette culture-là. Et il y a en ce moment, c'est surtout comment on dit, des protestants qui enseignent l'énéagramme. Parce que ça permet de travailler sur soi. Ça permet de travailler sa bienveillance. Ça permet de travailler sa tolérance. Ça permet de travailler son ouverture à l'autre. C'est vraiment une culture ouais, je vais oser le mot, de fraternité. C'est-à-dire, bah ouais, c'est compliqué pour moi à l'assumer, mais Donald Trump, c'est mon frère, quoi. Hein? Je suis nerveux à ce gars-là. Voilà, Et puis, l'énéagramme permet d'augmenter. C'est un mot. Alors, ça, c'est un mot de type 4. Hein. Le type 4, il est content quand il sort un mot qui est bizarre. Et donc, augmenter, mais vous choisissez d'augmenter ce que vous voulez. Eh bien, qu'est-ce que tu aimerais augmenter? Plein de choses, je sais pas. Tu veux augmenter tes vacances, je le disais tout à l'heure, tes vacances, moi je veux augmenter, moi je veux prendre 3 mois de vacances. Avec l'énéagramme, tu peux augmenter tes 3 mois de vacances. L'énergie créatrice suit l'attention. Et donc l'attention fait que on va pas plus se laisser embarquer par son ego, on va orienter volontairement notre attention sur l'objectif. Nous avec Simone, quand on avait 25 ans, on s'est dit on arrête de bosser à 50 ans. Il fallait être culotté quoi pour se dire ça. Et la différence, c'est Phyllis qui me demandait ça l'autre fois quand on s'est vu. Elle me dit Alain, c'est que la différence entre un rêve et un objectif. La différence entre le rêve et l'objectif, c'est le rêve, c'est je veux m'arrêter de travailler tôt. Ça, c'est un rêve. Mais l'objectif, c'est je veux m'arrêter de travailler parce que j'aurai les moyens suffisants, j'aurai créé les moyens à 50 ans. C'est-à-dire que c'est limité, c'est précis, c'est dans le temps, c'est précis. Et là, c'est la différence entre le rêve et l'objectif. Tant qu'on a des rêves, on rêve. Et quand on a des objectifs, on peut mettre en place des stratégies pour y aller. Allez, j'arrête. Attends, mais du coup, j'ai quand même une question là sur ton épigénétique. J'ai pas bien compris le principe. Oh, c'est un mot de type 4. C'est juste pour dire qu'on peut se réapproprier son destin. Et moi, mes parents étaient de conditions modestes, et moi, je voulais devenir chef d'entreprise, j'étais timide. Donc, comment tu fais? Et je pensais qu'à ça. Alors après, quand avec Simone, on s'est dit on arrête de bosser à 50 ans. Comment on a fait pour ça? Alors on a vendu nos entreprises, on a gagné un petit peu de sous, mais c'est pas avec ça qu'on pouvait rester sans travailler. On a investi dans l'immobilier, c'est-à-dire que moi pendant 20 ans à Bourgoin, j'ai conduit dans ma voiture comme ça. C'est-à-dire je regardais les immeubles pourris qui pouvaient être à vendre. Une fois que je trouvais un immeuble pourri, j'allais au cadastre, j'allais essayer de rencontrer les gens pour dire mais votre immeuble, vous voulez pas le vendre? Ah, hein. Donc on a acheté comme ça plusieurs petits immeubles. Je peux encore vous en indiquer un qui est là parce que j'ai toujours la déformation. Il y en a un qui est pas loin d'ici, qui est l'un des rares petits immeubles pourris qui est inhabité depuis X temps. Mais parce que l'orientation de l'attention, l'énergie créatrice suit l'attention.
là où je porte mon attention, va se réaliser quelque chose. Il n'y a qu'une façon de faire le chemin, c'est de le faire dans une formation où on est dans une vraie relation humaine avec l'autre, parce qu'on voit l'autre de quel type, on va travailler ensemble, on apprend à faire des choses, il y a plein d'exercices, et c'est vraiment basé là-dessus. Donc c'est l'objet de la formation, et si ça vous intéresse, il y a des petits papiers là-bas, vous pouvez vous inscrire après. C'était le deuxième objectif de cette soirée, en plus de vous donner un petit peu cette ouverture. Et j'étais en train de penser à quelque chose que j'ai en train d'oublier. Oui, c'est la formation à l'énéagramme, c'est comme vous regardez un bouquin qui parle de l'ascension du Mont Blanc. Un bouquin ou un film. Wow, c'est génial, il y a des vues extraordinaires, les gens ils arrivent au sommet du Mont Blanc ou de l'Everest, peu importe. C'est extraordinaire. Wow. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres. Et puis le Mont Blanc, vous le faites vous à pied. C'est-à-dire vous montez à pied avec quelqu'un. Il n'y a pas de lit, il n'y a plus de lit, pas de photo. Mais là, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose sur vous, sur la vie, sur les autres, sur le, comment on dit, les gens qui sont en groupe, qui montent la montagne. Une cordée. Voilà, sur une cordée. Et là, c'est la vraie expérience. C'est vraiment ce qui est proposé dans la formation, c'est-à-dire c'est d'expérimenter, de se frotter les uns aux autres. Je vais terminer sur ce mot-là. La formation, sur un an, si j'ai compris, quelle fréquence? C'est un soir par mois. Un soir par mois. Et alors là, je vais faire de la vente. C'est ce qui est extraordinaire, un soir par mois. Parce que en un soir, clac, tu captes un truc. Et tu as un mois pour te balader avec. Si tu fais une formation énéagramme de 2 jours, paf, on le livre plein de trucs, au bout de 2 jours, il te reste une idée. Tandis que la formation, un soir par mois, tu captes le truc et tu voyages avec. Et le mois d'après, paf, on remet autre chose. Et ça fait un vrai changement. Et moi, cette formation, à ce rythme-là, je l'ai délivrée pendant une dizaine d'années à peu près. J'ai arrêté avec le Covid. C'est quoi, c'est collectif? Pardon? C'est collectif, Impérativement. Impérativement, ouais. Et paradoxalement, plus on est nombreux, mieux c'est. Parce que si on est 10, bon ben, on peut avoir la chance qu'il y ait les 9 types de représentés. Mais si on est 20, 30, c'est évident que tous les types seront représentés. Donc, au bout d'un moment, tu vas détecter, on dit en fait que les 9 types, c'est 9 types d'énergie. Par exemple, moi, j'ai une fille qui était en formation, une femme qui était en formation avec nous. La façon dont je l'entendais marcher dans le couloir, je savais que c'était elle qui arrivait, quand c'était un type 8. C'est-à-dire que les talons, ils tapaient par terre, hein. Donc, tu sens l'énergie du type 8. C'est pas un type 9, c'est pas un type 9 qui essaye de se faire oublier, quoi. On dit que c'est 9 types d'énergie. Par exemple, on a un exercice où on apprend, dans un entretien de typage, admettons Sébastien, on se connaît bien avec Sébastien, il amène un copain que personne ne connaît à une soirée, et Phyllis va rencontrer, admettons Jean-Pierre, et en 45 minutes, dans un entretien avec lui, elle doit au bout des 45 minutes avoir identifié son type, en ne le connaissant pas du tout au départ. Donc on apprend à faire ça. Et Phyllis, elle fait ça devant tout le groupe. Et ça veut dire que nous, ce à quoi on est vigilant, la seule chose qui nous importe, c'est pas qu'elle réussisse, c'est qu'elle soit bienveillante, que la personne reparte en bon état, qu'elle n'ait pas abîmé la personne, qu'elle soit vraiment dans la bienveillance. Et ce qui nous importe, c'est de voir si dans l'entretien, son type se voit. Et l'idée, c'est que son type ne doit pas se voir. Si son type se voit, c'est qu'elle n'a pas encore assez bossé sur elle. Pourtant, une relation, pour qu'elle soit saine, il faut aussi être soi et rester soi. Oui. Là c'est l'exercice qui fait ça. Ça, c'est vraiment, il faut se forcer à ne pas se dévoiler. Alors, quand tu dis rester soi,
Tu dis rester au niveau du cheval ou au niveau du cavalier? J'ai du mal à distinguer vraiment les deux. Moi, je suis, tu sais, niveau homme de Cro-Magnon. Je crois pas. Tu décides. Ça, c'est mon truc caricatural. Est-ce que je décide de rester ça? Tu décides. Ou est-ce que je décide que ce soit plus mon cheval qui commande? Bon. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre attention. Merci à toi. Vous pouvez aller sur l'encre de l'âme. L'encre de l'âme avec un A. C'est un site internet où vous trouverez 2 livres. Le livre de Maurice qui parle, hein. Maurice qui a fait le chemin de Compostelle. Et il m'avait dit qu'il serait obligé de partir tôt. Tu veux dire un mot, Maurice, de ton livre? Tu veux dire un mot de ton livre? Achetez-le, oui. Vas-y, Maurice. Oui, donc j'ai fait les chemins de Compostelle, le chemin de Compostelle, en partant de Saint-Savin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Cœur. Et j'ai pas opté pour le chemin standard parce que c'est pour moi il y a trop de pèlerins. Donc j'ai pris les Pyrénées et j'ai fait le Camino Norte, c'est-à-dire le nord de l'Espagne, redescendu à Santiago et aller à Fisterra, à la fin de la terre. Et donc c'est 3 mois, c'est 2100 km. Et j'ai fait seul. En une fois. En une seule fois. En une seule fois. Et je l'ai fait seul pour faire mon travail d'introspection avec une formation, pas la formation à Néagramme, mais c'est la formation plus recherche du soi à l'intérieur de nous, donc le cavalier, par les méthodes du Vedanta Dirpandi. J'ai fait des stages en Inde et j'ai fait ce projet pour vraiment travailler, comme Alain dit, c'est pas lire un livre pour monter, c'est faire le chemin soi-même. Et ça m'a beaucoup appris parce que j'ai jamais fait partie d'un groupe. Par contre, j'ai rencontré des gens et ça oblige à développer l'écoute. Et l'écoute, c'est le non-jugement, c'est la réception de ce que l'autre nous dit, sans jugement. Et 3 mois dans la nature, ça m'a beaucoup appris. Et quand je suis revenu, Alain m'a demandé d'écrire ce que j'avais vécu. Et je l'ai écrit, donc c'est le Compostelle, le chemin vers la sagesse. Avec comme base, je dirais, c'est pas le bouddhisme, hein, c'est le Vedanta, c'est-à-dire vraiment aller au fond de soi-même pour découvrir qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous permet de suivre la vie qu'on doit mener, mais pas la vie qu'on veut mener. C'est-à-dire que c'est pas moi qui commande, c'est pas le cheval qui commande, mais c'est vraiment le cavalier qui est à l'intérieur de nous et qui est à découvrir. Donc sur le site l'encre de l'âme, encre avec un A, comme l'encre du bateau, vous pouvez acheter le bouquin de Maurice. Oui. Voilà. Et si vous l'achetez, je vous ferai une dédicace. Il suffit de me donner votre prénom, mais je l'expédierai avec une dédicace qui vaut 24 euros. Voilà. Et c'était, je remercie Alain, parce que déjà faire le chemin, donc j'ai fait après mon expérience industrielle, j'étais entrepreneur. Faire le chemin, c'est déjà pas mal. J'ai eu la chance de le faire sans problème physique. Mais écrire un bouquin, c'est autre chose. Parce que le chemin, c'est 3 mois et le bouquin, c'est 2 ans et demi. Et quand on écrit un livre,
c'est constamment, il faut une hiérarchisation, enfin, c'est vraiment une belle découverte et une belle expérience de l'écrire, ensuite de trouver la façon de l'imprimer, et puis ensuite de le diffuser. Donc j'ai fait quelques conférences concernant un petit peu ce que je suis en train de dire, mais avec un petit peu plus de temps. Merci Maurice. Merci Alain. Salut Maurice, bientôt. Et sur ce site, vous trouverez aussi un autre livre qui s'appelle 52 contes pour prendre soin de soi, des autres, et rêver, réaliser. On est exactement dans le thème dont on parlait là. J'ai écrit ce bouquin moi d'une façon différente, c'est-à-dire que pendant le Covid, j'ai arrêté les formations, on était tous enfermés chez soi. Et moi, j'ai une mailing list de 800 personnes à peu près, de gens que je connais de près ou de loin. Et je me suis dit, je vais leur envoyer un conte par semaine, un conte qui illustre les relations humaines. Et donc, j'ai écrit un conte une semaine, et toutes les semaines, je me suis obligé à leur envoyer un conte. Et puis, au bout de 20 semaines, je me suis dit, mince, il y a un contenu là. Allez, va jusqu'au bout, tiens le coup pendant 52 semaines, et donc il y a 52 contes qui parlent des relations humaines, qui parlent de l'énéagramme, qui parlent d'anecdotes avec mes enfants, mais c'est surtout des contes qui illustrent les relations humaines. Merci à vous. À la fin des contes, moi, comme je suis un marin, quand on se quitte en tant que marin, on se dit bon vent. Hein, mais moi, je dis bon vent et belle terre, avec un T majuscule. Belle terre.